Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je ne vous vois malheureusement pas derrière vos écrans, mais bon. Alors ce soir, c'est mon tour de tenir la boutique libre de lire pendant 1 heure. J'espère que tout va bien se passer. Ah, je crois qu'on a eu une petite. Alors, bonsoir. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous, que je ne peux malheureusement pas voir derrière vos écrans. Alors ce soir, c'est mon tour de tenir la boutique de livres de lire pendant 1 heure. Alors je vais donc en profiter pour vous parler d'un épisode dramatique de la Seconde Guerre mondiale. Une de ces horreurs inventées par l'esprit malade des nazis, le camp de concentration de femmes de Ravensbrück, en Allemagne, que je vous raconte au travers de mon livre « La neige est noire à Ravensbrück ». Je vous présente mon livre avec une magnifique couverture réalisée par Olivier Duquers. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que la neige est noire à Ravensbrück? Ben ça, c'est assez simple. C'est un camp de concentration et les femmes qui sont amenées là-bas, les femmes déportées, sont amenées en train après des jours et des nuits dans des wagons, dans une hygiène déplorable et bousculées les unes contre les autres. Elles arrivent à la gare de Fürstenberg où on les fait descendre et on les regroupe. Alors là, c'est les capots qui les matraquent, les gardes SS, c'est avec les crosses. Schnell, schnell, zufuf, zufuf, dépêchez-vous, dépêchez-vous, par 5. Et on les conduit sur la route, les 2 kilomètres qui restent, qui les séparent du camp de concentration de Ravensbrück. Elles passent en bordure de l'étang et de là, elles aperçoivent ces 2 énormes cheminées qui crachent des volutes noires dans le ciel, que le vent rabat sur le sol et la neige se couvre de ces cendres, de ces scories humaines. Et l'humidité les noircit. Tout le paysage est noir. Toute la région est couverte de ces immondes cendres humaines. Alors, pourquoi j'ai choisi le camp de Ravensbrück? Simplement parce que il est très peu connu. C'est dans un paraphe qu'avait fait François Mauriac sur le livre d'une survivante, il avait marqué que Ravensbrück était une abomination que le monde a résolu d'oublier. Il y a des raisons politiques parce que les armées alliées n'ont pas fait ce qu'il fallait, etc., etc. Et le camp n'a été délivré que très tard, après qu'il y ait eu des exécutions en masse. Voilà. Alors, beaucoup de survivantes voulaient oublier ce qu'elles avaient vécu, mais surtout celles qui ont survécu et qui ont été libérées, alors que beaucoup des leurs ont été exécutés, passés à la chambre à gaz et au crématoire quelques heures avant qu'elles soient libérées. Elles avaient honte, elles avaient une espèce de honte d'être vivantes alors que leurs camarades étaient mortes quelques heures avant. Alors, pourquoi j'ai écrit un livre là-dessus? Parce que au mois de mai 2015, pardon, retard un peu. Au mois de mai 2015, on a fait entrer au Panthéon plusieurs personnes, des résistants, pour les honorer, et parmi eux, il y avait Germaine Tillon. À la même époque, au nouveau lycée de Castelnaudary,
on l'a appelé lycée Germaine Tillon. Alors, Germaine Tillon, moi je ne connaissais pas, donc je me suis renseigné, Wikipédia évidemment, et j'ai trouvé que Germaine Tillon était une ethnologue qui avait fait de nombreux travaux pour l'État français avant la guerre, et quand le pays a été envahi par les troupes nazies, elle s'est lancée dans la résistance avec sa mère, et malheureusement, elle a été arrêtée et conduite à Ravensbrück, où sa mère est morte 2 ou 3 jours avant qu'elle soit libérée. Voilà. Donc, je me suis documenté, j'ai acheté les livres de Germaine Tillon et puis de tant d'autres, de Bernard Cavanagh, de Sarah Helm, pour me documenter. Et voilà. Bon. Bonsoir Louis, au passage. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire un roman? Parce que tous ces livres, et regardez celui de Sarah Helm, c'est quand même un sacré bouquin, 1200 pages avec des milliers de témoignages. Mais justement, ce sont tous des témoignages. Et moi, je voulais une suite fluide. Donc, un roman avec un personnage fictif, mais qui lui aussi est inspiré de personnes survivantes. Et donc, je l'ai appelée Hélène. C'est une jeune infirmière. Elle habite Saint-Médard-en-Jalles. Et le jour où les Allemands descendent sur la France, descendent vers Bordeaux, avant d'envahir Bordeaux, ils le bombardent. Un soir, tout est bombardé, il y a de nombreuses victimes, beaucoup de blessés. Et une infirmière, elle prend son vélo le matin, descend jusqu'à l'hôpital Saint-André et aide les infirmières à soigner tout cela. Puis les Allemands envahissent Bordeaux, qui était déclarée pourtant ville ouverte, et ils se comportent en vrais vainqueurs, en semi-terroristes. Ils envahissent l'hôpital, vident les chambres des blessés et tout, pour que ce soit réservé entièrement aux troupes de la Wehrmacht. Voilà. Alors à partir de là, elle veut se révolter. Le 18 juin, elle entend le discours que fait Charles de Gaulle à la télévision, pardon, à la BBC, et elle le retranscrit et elle fait plusieurs copies sur des feuilles de cahiers d'écoliers, et tout cela, elle va les coller sur les murs de la ville de Saint-Médard-en-Jalles. Et à cette occasion, elle rencontre un ancien instituteur. Elle va avec lui se lancer dans une véritable résistance qui lui coûtera à terme sa liberté. Bonjour Céline, Mylène. Je dis bonsoir à tout le monde, comme ça, Yvan. Pourquoi j'ai écrit ce livre Alors, je vais essayer de revenir là-dessus pour Yvan. Pourquoi j'ai écrit ce livre? J'en ai parlé pour Germaine Tillon. Est-ce que j'apporte des éléments? Non. Les éléments, ils existent. Les éléments, ils sont déjà dans des livres qui prennent toutes les témoignages des survivantes. Justement, par contre, le camp de Ravensbrück, ce qu'ont souffert ces femmes dans
dans ce bagne, c'est réellement un bagne, personne n'en parle. Aujourd'hui, les mémoires s'estompent, les survivantes sont de moins en moins nombreuses, à ce jour, elles se comptent sur les doigts de la main, et encore, je pense, d'une seule. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il fallait mettre quelque chose pour que la mémoire ne s'éteigne pas. Je ne dis pas que j'ai fait un livre pour la mémoire de toutes ces femmes-là et tout, mais si les lecteurs, si tous ces lecteurs peuvent lire ça et témoigner auprès de la jeunesse, leurs enfants ou autres, de ce qui s'est passé là, eh ben, ce sera bien. J'aurai déjà gagné quelque chose. Parce que c'était réellement un bagne. Il ne faut pas oublier que à Ravensbrück, il y avait la plus grande usine Siemens de toute l'Allemagne. 6000 femmes travaillaient là-dedans. 2 fois 11 heures par jour. La journée et la nuit. Avec juste une demi-heure pour se reposer à mi-journée, et on les nourrissait d'une pomme de terre et d'une soupe qui était plus de l'eau de vaisselle qu'une soupe. Et en plus de ça, elles étaient frappées, on les mettait, quand elles sortaient du travail, elles restaient sur l'Appelplatz pour des appels qui pouvaient durer 1 heure, voire 2 heures, voire plus, en plein hiver, dans le froid, et en plein été, en pleine chaleur. Et ensuite, elles allaient se reposer, entre guillemets, dans des casernements, dans des chalets où elles dormaient à 2, à 3, voire 4, et dans une hygiène, voilà, avec des toilettes, une toilette pour 500 personnes et un robinet pour autant. Voilà. Il y avait aussi des usines qui fabriquaient les uniformes de l'armée, les uniformes de la Wehrmacht, les uniformes de combat et autres, et surtout les uniformes de la SS. Vous savez qui avait dessiné ces vêtements? C'était un certain Hugo Boss, dont les publicités passent encore à la télé. Et je peux vous dire que j'ai comparé, j'ai vu des rendements qui étaient exigés dans ces usines. Je suis un ancien technicien de l'habillement et je peux vous dire qu'à ce jour, on aurait du mal à refaire les mêmes rendements. Pour ça, avec des machines modernes ou des robots et même de l'assistance électronique. Alors, vous voyez, et ces femmes-là, avec ce qu'elles mangeaient ou quoi, il fallait vraiment qu'elles tiennent la route. Voilà. Alors, écrivard me demande si j'ai eu des témoignages. Les témoignages, ben, déjà, il y en a près de 1000. Il y en a près de 1000 dans ce bouquin. J'en ai recueilli aussi dans d'autres livres, dans celui de Germaine Tillon, évidemment. Je me trompe toujours de celui de Germaine Tillon, et puis Margrethe Neumann-Brommer et Christian Bernadac. Sur Facebook, pardon, pas sur Facebook, sur Internet, j'ai trouvé aussi, j'ai eu des témoignages il y a 2 jours encore d'une dame qui m'a parlé de son beau-père qui avait été enfermé là-bas parce qu'il y avait aussi un tout petit camp d'hommes et les hommes servaient au crématoire, c'était eux qui étaient chargés de faire brûler tous ces corps à longueur de journée et de nuit. Voilà. Et j'espère en avoir d'autres. Mais bon, comme je vous dis, les survivantes, elles sont très peu nombreuses. Très peu. Pardon. Bonsoir, Tia. Ah,
Louis de Crévière me demande si Hélène, le personnage principal, c'est un personnage qui a existé. Sinon, pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que ce que je viens de dire, jusqu'à ce jour, tous les livres, ce sont des témoignages. Chaque auteur a récolté quelques petites anecdotes des survivantes, mais il n'y a pas vraiment une suite fluide. Donc voilà. Mais je me suis appuyé sur des expériences et je suis passé quand même sur des trucs un peu trop hard. Mais j'ai eu une remarque, quelqu'un m'a écrit dans une note que ma plume était dure mais réaliste. Et pour décrire un camp de concentration, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut être dur et réaliste. Alors oui, c'est vrai, il y a des fois où je décris les cadavres, les massacres, il n'y a pas d'autre mot, les assassinats, quels qu'ils soient, par fusillade ou par les gaz. Et c'est vrai, bon. Et donc, je m'appuie quand même parce que j'ai choisi la ville de Saint-Médard-en-Jalles, qui est dans la banlieue bordelaise, parce que je connaissais cette ville d'après-guerre. Aujourd'hui, elle ne ressemble plus à ça, mais j'ai décrit des bâtiments, des rues, etc., que je connaissais et qui étaient là pendant la guerre. Ensuite, il y a une femme docteur qui habitait juste à côté, à Mérignac, et qui était une survivante, et qui avait fait de la résistance aussi. Alors, voilà, Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, à 20 km près, je me suis un peu servi de ça. Après, je me suis servi de ce qu'a décrit Germaine Tillon et de nombreuses femmes et tout. Je suis allé aussi un peu du côté polonais. J'ai lu, traduit en français évidemment, j'ai lu quelques reportages de polonaises, survivantes aussi, et je me suis un peu penché sur elles parce que pour eux c'était franchement un camp d'exécution, un camp d'extermination carrément pour les Russes, les Polonaises et tant d'autres nations. Voilà. Mais, voilà, merci Louis. Moi qui ai lu votre livre, j'ai été impressionné par votre démarche qui nous fait vivre l'inadmissible. Oui. Quand on vous lit, on est dans ce camp. Est-ce que ça, vous avez voulu le transmettre à vos lecteurs? Bien sûr, bien sûr. Ce livre, je l'ai écrit avec mes tripes, avec ma colère, avec mes larmes par moments. Puisque vous l'avez lu, vous savez, vous avez certains épisodes avec Denise, notamment dans le camp. Je l'ai vécu. Je suis très sensible en règle générale, ceux qui me connaissent le savent. Mais là, c'est un livre où je le redis, je l'ai écrit avec mes tripes, avec la hargne de savoir qu'il y a des noms que je cite là-dedans, côté allemand. Côté allemand, les noms ne sont pas, je n'ai pas trafiqué les noms. Ce sont les noms réels. La fameuse capot, la Pflegerin Dorothea Biss, c'était vraiment une criminelle. Les crimes que je décris qu'elle fait, elle les a fait. Pas forcément sur les héroïnes de mon livre, mais ça a existé. Cette femme a été pendue à Hambourg avec une cinquantaine d'autres capots. Et je peux vous dire que tout ça, je l'ai ressenti et tout. J'ai une antériorité aussi dans la famille qui me permet
d'être un peu en colère contre certaines choses. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Bonsoir, Sana. Voilà, c'est vraiment dans tous mes livres, j'en ai mis quelques-uns derrière moi. Dans tous mes romans, c'est une femme qui est l'héroïne, d'office. Pour mettre leur courage, leur ténacité, leur hargne, des fois à vivre et à survivre dans certaines situations. Voilà, je devrais m'inscrire dans un site féministe. Voilà. Donc, quand je dis que ce livre m'a vraiment pris au cœur, j'ai mis du temps à le préparer, moyennement pour l'écrire, parce que j'avais tout dans ma tête. J'avais tout dans ma tête et j'ai pris beaucoup de plaisir, même si ça a éveillé en moi des colères ou même quelquefois des larmes aux yeux. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et ceux qui le lisent et qui me font part de leurs commentaires me font aussi plaisir souvent. Voilà. Bonsoir Annie. Coucou. Bonsoir Cyril. Alors, Annie, ma chère Solognote, dis-moi pourquoi tu choisis le cas de Ravensbrück plutôt qu'un autre dans la neige est noire. Ben justement, je suppose que à Auschwitz ou autre, avec les crématoires qui marchaient, dans la neige devait être noire aussi. Mais à Auschwitz, les déportés arrivaient en train jusqu'à l'intérieur du camp. Là, les déportés sont débarqués du train dans la gare de Fürstenberg et font les 2 kilomètres à pied en bordant le lac. Derrière moi, c'est le plan de Ravensbrück. Vous voyez, hop, la ville de Fürstenberg est par là et elle suivait le bord du lac pour arriver jusqu'au camp. Donc, elle ne pouvait pas rater le fait que tout l'horizon. En plus, c'est pas un endroit où la neige fait des couches énormes et tout, mais elle recouvre tout. Chaque hiver, surtout à cette période-là, chaque hiver, toute la région était recouverte de neige. Et c'était vraiment ce qui ressort de l'impression des femmes. Et croyez-moi, quand elles arrivaient, elles voyaient ça tout noir, ces volutes noires qui sortent des cheminées, eh bien, elles avaient des doutes sur leur avenir. Je pense que si elles avaient encore quelque espoir, elles le perdaient rapidement, jusqu'à l'arrivée. En plus, il y a une chose dont je ne parle pas là, mais c'est l'odeur aussi. L'odeur. Quand le vent ramenait ses cendres sur le sol, il rabattait les odeurs également. Et il y a eu des témoignages aussi en plein été. En plein été, on les laissait en plein soleil sur l'Appelplatz pour les appels et cette poussière, ces cendres qui volaient, se rabattaient sur les prisonnières, sur les déportés. Elles étaient en transpiration et tout. Et toute cette cendre se collait à elles, à leur peau, à leur visage et tout. Elles n'avaient pas le droit de s'en débarrasser, sinon les capots les massacraient à coups de schlag. Et donc, c'était une abomination et tout. Voilà, c'est pour ça. Et puis, c'est surtout parce que ce camp est méconnu. C'est un camp de travail. C'était un camp de travail, c'était un bagne.
l'enfer, mais un bagne. Elles étaient là pour travailler. Quand on voit les photos des usines de couture, je peux vous dire que des usines comme ça, j'en ai vu des dizaines, des centaines dans ma vie. Les machines, ce sont des pfaffs qu'on achète encore aujourd'hui. C'était toutes des pfaffs. Mais, par contre, des ouvrières, ça, dans ma vie, j'en ai jamais vu. Et pourtant, j'ai travaillé dans des pays pauvres, mais je n'ai jamais vu d'ouvrières dans l'état où elles étaient, amaigries, avec juste la peau sur les os, pas nourries, dans une hygiène incroyable. C'était l'horreur, ça. C'était l'horreur. Voilà pourquoi, en gros, j'ai choisi de parler de ça. Oui, de Kévir. En colère contre certaines choses. Quelles choses? En colère contre ce qui s'est passé, la guerre dans toutes ses horreurs. Tout ce qui s'est passé, en plus, j'allais dire la guerre propre. Mais bon, ce que j'appelle, c'est la guerre militaire. Il y avait la guerre militaire qui n'était pas toujours dans une régularité, dans un respect des droits et de la Convention de Genève. Mais alors, tout ce qui s'est passé à côté et qu'on a laissé faire souvent, c'était une horreur. Les camps et tout, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même en France, c'était l'État français qui remplissait les trains qui partaient sur les camps de concentration. Voilà. Ah oui, j'ai appris que Ravensbrück avait la particularité de pratiquer des expériences médicales. Pourriez-vous nous en dire quelques mots et pourquoi ces traitements barbares à des femmes? Alors, le problème, Heinrich Himmler, le grand chef des SS, le Reichsführer SS, avait des problèmes parce que sur le front de l'Est, beaucoup de soldats mouraient d'avoir reçu de la mitraille, des particules métalliques ou quoi. Et à cette époque-là, les Allemands n'avaient pas de sulfamide comme les Américains. Et ils ne pouvaient pas s'en procurer. Ils avaient quelque chose d'à peu près approchant, mais beaucoup moins efficace. Alors, Himmler a demandé au docteur de Ravensbrück de faire des expériences pour voir comment on pouvait soigner ces blessures. Et dans le Révier, le Révier, c'est à cheval entre l'hôpital et ouais, on peut appeler ça un hôpital de campagne ou un petit truc médical. Elles étaient opérées, on les opérait sur les jambes. On leur ouvrait les jambes, on les endormait, on leur ouvrait une grande plaie dans les jambes et on leur mettait des particules de fer et on leur mettait un plâtre là-dessus. Et on les laissait comme ça, sans aucun autre soin ni rien. Alors vous pensez, ça gonflait, c'était de la gangrène gazeuse. Voilà. Elles attrapaient la gangrène gazeuse. Et c'était une infection. Ça sentait mauvais au bout de quelques jours, ça suintait le pus de partout, et beaucoup devaient être amputés, mais bon, beaucoup sont mortes de ces opérations. Alors c'était beaucoup, c'est pour ça que je parlais des Polonaises qui ont beaucoup souffert dans ce camp. On les appelait les lapins. Les Polonaises, on les appelait des lapins parce que elles avaient la jambe repliée comme une patte de lapin et tout. C'est ce qu'on a montré dans les tribunaux quand ils ont jugé ces foutus médecins. Et
beaucoup ont survécu, avec des séquelles incroyables, évidemment. Les jambes atrophiées, des plaies immenses, voilà. Et c'est ce qu'on appelait, voilà, les lapins. Et c'était en particulier des Polonaises, plus quelques Russes. Les Russes étaient plutôt, on les emmenait. Il y avait un camp juste à côté qu'on appelait Akermark. C'était avant la guerre un camp de jeunesse, un camp de redressement pour les jeunes filles. Vous imaginez comment les nazis redressaient les jeunes filles. Mais là, on amenait beaucoup de personnes à qui on disait « vous allez à la maison de repos ». Et en fait, c'est vrai, mais elles étaient au repos, sauf qu'on leur donnait ni à manger ni à boire, et on les laissait mourir de faim et de soif, et souvent de maladies qu'elles avaient attrapées ou de blessures. Voilà, c'est ça aussi. J'en parle, mais je passe juste là-dessus. C'est pas mon but. C'était pas mon but. Voilà. Annie qui me demande, aurais-tu envie un jour d'écrire un livre empreint de légèreté? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je sais pas. Si j'ai dans certains j'ai des petites traces d'humour dans certains de mes livres, dans certains de mes romans, j'ai quelques petites traces d'humour. Je suis pas toujours aussi, mais le reste c'est surtout c'est vraiment l'aventure, des trucs imaginaires quelquefois, à partir toujours de l'histoire. Mais voilà. Merci Christelle. Je cherche un peu les questions parce que là. Ouais, je vais continuer à vous parler d'Hélène parce que Hélène, je lui donne toutes les propriétés, tout ce que les femmes ont de bon, toute la générosité, la résistance à la souffrance et la volonté de toujours s'en sortir. Alors c'est vrai, il y en a qui ont lâché prise et tout, mais paradoxalement, les suicides n'étaient pas nombreux. Les suicides ont été surtout chez les Russes et les Polonaises qui savaient qu'elles allaient être exterminées et quand elles étaient battues ou quoi, elles se jetaient sur les fils de barbelés à haute tension pour mourir et ne plus subir tout ça. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai choisi des femmes. Et Hélène, elle subit, elle aussi, elle subit, mais elle fait en sorte de pouvoir résister. Elle aide une petite jeune aussi, autant qu'elle peut, évidemment. Et elle va subir aussi, elle est un peu forte tête, il y a des moments où elle va subir un peu la colère des capos. Et elle va même faire un séjour en prison où elle découvrira là, je ne veux pas spoiler le bouquin, mais elle va découvrir que même dans les SS, quelquefois, il y en avait quelques-uns qui étaient moins mauvais que les autres. On va pas dire bon parce qu'il fallait qu'ils fassent leur boulot, mais ils étaient moins mauvais que les autres. Voilà. Chercher. Les idées sur fond historique sont souvent personnelles, mais le fait que tu vives en pays cathare t'influence-t-il dans ta réflexion? Cathare. Ouais, ben Hélène aurait pu être cathare. Mais si, mais j'en parle, j'ai une trilogie cathare, et toujours avec une femme, c'est la guerrière cathare. Mais
Oui, l'histoire me passionne, quelle qu'elle soit, française d'abord, principalement, mais aussi quand elle est européenne ou même mondiale, surtout, surtout en ce moment. Et je, oui, c'est une période qui, pour nous, comme disait Louis de Crévire, c'est un truc qui me met en colère, ça aussi. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'y reviendrai là-dessus. Il n'y a pas de problème. Ben Louis, votre livre n'est pas à la mode, mais procède d'une démarche de réalisme du devoir de mémoire. C'est quoi pour vous le devoir de mémoire? euh, Il n'est pas à la mode, non. Bon, ben, c'est sûr. Aujourd'hui, aujourd'hui, on s'extasie sur des téléphones. On a une ressource de savoir incroyable, mais qui sert très peu à voir ce qui s'est passé dans l'histoire et souvent à en tirer des leçons. Parce qu'aujourd'hui, il y aurait de belles leçons à tirer de l'histoire. Ça, c'est autre chose. Mais le devoir de mémoire, oui, c'est le devoir de mémoire. Je pense qu'on a pratiquement tous dans nos familles des parents, des grands-parents, pour certains des arrière-grands-parents, qui ont vécu cette période, même il y a eu celle de 14, la guerre de 14-18, la Seconde Guerre mondiale, et mais justement, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses qui se sont passées dans la Seconde Guerre mondiale qui n'auraient jamais dû exister. C'est la Shoah d'un côté, c'est la déportation de l'autre des personnes, des résistants, des maquisards et tout, qui étaient exécutés sur place ou envoyés mourir dans ces camps infâmes et tout. Mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, il y a beaucoup moins. À une époque, il y avait, on avait une mémoire formidable. C'était Simone Veil. Simone Veil allait périodiquement retourner au camp où elle avait été prisonnière et elle, à Auschwitz, pardon, il y a eu un petit temps mort. Elle retournait souvent à Auschwitz. Elle amenait des élèves de lycée et des personnes aussi, et elle faisait visiter, et bon, ça a marqué. Par contre, je sais que à Ravensbrück, il y a un collège je crois que c'est de Montauban, un collège de Montauban qui est allé là-bas et les ados se sont montrés très intéressés et très touchés par la guide qui leur expliquait ce qui s'est passé dans ce camp, comment. Voilà. Il ne reste plus grand-chose à Ravensbrück. Les Russes, c'était côté russe et pardon, côté soviétique. Et ils ont rasé tous les baraquements. Ils en ont laissé juste quelques-uns. Par contre, ils ont laissé le crématoire et la chambre à gaz sont toujours là, y compris la prison, le bunker qui servait de prison, et quelques maisons, les maisons SS et les douches, etc. Mais après, tout le reste a été démoli. Mais la mémoire est toujours là. Quand on va sur des lieux comme ça, on ressent toujours quelque chose. Ou alors il faut être totalement insensible. Mais voilà, le devoir de mémoire, c'est qu'on fasse passer aux générations qui vont suivre que tout n'a pas été rose avant. Voilà, on a eu les 30 glorieuses, on dit qu'on a été super heureux. Oh, bon. Mais avant, il y a eu 5 années dramatiques, complètement dramatiques. Et ça, il ne faut pas les oublier. Voilà.
Question bête, pourquoi portez-vous ce magnifique chapeau? Ben, j'adore les chapeaux, j'ai une collection de chapeaux, je suis bien avec les chapeaux, parce que dessous, voilà, la moquette a été usée jusqu'à la trame, hein, il reste pratiquement puré. Donc voilà, et j'aime bien les chapeaux, et quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est un peu votre signature, votre... Voilà, donc voilà, ma signature, elle est là, sur le chapeau. Voilà. Ouais. L'homme au chapeau, oui. Hubert Bayer. Peut-être que je prononce mal ou que je dois dire Ber. Ici, dans le sud, on prononce Bayer. Cette mémoire est tellement importante. Merci à Jacques pour ce livre. Eh bien, je suis touché d'un commentaire comme celui-là. Je vous remercie. Merci Jacques. Qatar un jour, Qatar toujours. Bah oui, bien sûr. Ah, toute, toute ma vie a été Qatar. Non, je plaisante parce que dans les années 50 et début 60, on ne parlait pas des Qatar. C'était euh, voilà, c'était dans l'oubli collectif. Il a fallu une émission à la télévision pour les remettre en route et que qu'on découvre ça à quelques kilomètres de chez nous. Et même des fois chez nous, parce que la ville où je suis né, où je vis, Castelnaudary, on peut estimer que c'est un pays Qatar. Euh, Bien que quand elle a été envahie, c'était par le bon côté des combattants. Mais bon. Alors, Louis de Crévire, avez-vous d'autres projets de livres? Eh bien, oui, bien sûr. Bien sûr. J'espère que le Covid-19 ou les autres maladies vont me laisser un peu de marge et que je vais pouvoir encore commettre quelques romans. On m'a demandé aussi, j'ai une lectrice amie aussi, qui est d'origine polonaise. Et la remarque, c'est, je parle des Polonaises, mais bon, je ne donne pas vraiment l'avis des Polonaises sur ce cas, ni quoi que ce soit. Alors pourquoi ne pas faire un livre et je me mets du côté polonais. Voilà, je pourrais l'appeler Agnieszka et elle traverserait la guerre différemment d'Hélène qui était en France, mais ça peut être intéressant aussi. Ça ferait partie du devoir de mémoire. Si en plus ensuite il est traduit en polonais, ça peut être encore mieux. Voilà. Christelle, avec quel auteur aimerais-tu écrire? euh, un auteur de livre de lire ou un auteur Le problème, c'est que il y a un auteur, j'ai pas tout lu de lui. Je n'ai pas tout lu, mais je pense que j'ai lu plus des trois quarts. Et oui, j'aurais aimé le rencontrer d'une part et travailler avec lui. Oh, c'est Bernard Clavel. Bernard Clavel, euh, il avait un don particulier pour décrire les choses, les paysages. Et il a sublimé quelques situations. Et lui aussi, ben justement, lui aussi, il était un peu comme moi, il était anachronique. Il a parlé la saison des loups, tout ça, c'était pendant la guerre de 30 ans. Il avait l'époque de Jacques Cartier.
au Québec, et puis il y avait lettre à mon légion, à mon clépidam, c'était pratiquement actuel, et il y avait beaucoup de choses qu'il avait vécues. Ça s'appelait La Maison des Autres. C'était une série de 5 bouquins où il racontait son enfance. Vous avez été édité par un éditeur. Ça fait quoi comme effet? Ah, ça, c'est... Ben écoutez, quand on a passé... ce livre, c'est mon 14e, plus quelques petits trucs que j'ai commis sous d'autres noms. Mais le travail qu'il faut fournir, en plus de l'écriture du livre, il y a des fois où on est content quand quelques personnes autour de nous le lisent et nous disent « Ouais, mais c'était bien, voilà. » Et on n'a pas envie d'aller plus loin parce que on n'est pas un commercial, on n'est pas voilà, on écrit pour qu'on nous lise, mais on a du mal à faire le lien avec les librairies, et en plus quand on est auteur et auto-édité, je vous dis pas comment on est reçu dans les librairies. Bref, donc là, j'ai envoyé ce manuscrit à Libre de Lire. Quand Olivier m'a appelé pour me dire les résultats des lecteurs, voilà. J'ai été, ça m'a pris à la gorge et tout, parce que ils avaient ressenti, le comité de lecture. Ah, excusez-moi, mon cerveau a bien servi depuis quelques années. Et ils avaient ressenti ce que moi j'avais ressenti en l'écrivant, et c'était formidable. Que j'ai dit il y a pas longtemps, quand j'ai raccroché le téléphone, j'avais une petite larme dans l'œil. Et après, en plus, je dois dire que chez Libre de Lire, on a deux personnes qui en valent des centaines. Ils sont incroyables. Ils s'occupent de nous. On est une vraie famille. Ils nous assistent, ils nous aident, ils nous portent. Bref, ils sont formidables. Voilà. Et c'est ce que l'on ressent. Voilà. On peut parler librement de ce qu'on a écrit. On n'a pas besoin. En plus, je vous remontre mon livre. Hop, toujours du mauvais côté. Parce que il faut quand même regarder la couverture. Elle est magnifique. Regardez les barbelés en 3D. On dirait que on ne veut pas y poser les mains dessus. On a peur de se les écorcher. C'est une couverture magnifique. Merci Olivier. Et en plus, c'est un graphiste magnifique. Voilà. Je ne les remercierai jamais assez. Oui, n'importe. Oui, Christelle, je pense avoir répondu à ta question sur... Ah, vous écrivez où et quand? C'est Hubert Bayer. Jacques, vous écrivez où et quand? Alors, où disons que j'écris beaucoup sur des cahiers, je prends des notes, je prends beaucoup de notes, donc ça peut être un peu n'importe où. Je trimballe toujours des cahiers, des stylos, j'ai un vieux cartable qui me sert pour ça, donc je peux écrire n'importe où. Après, quand j'écris le roman, quand j'ai tous les éléments dans mes notes et dans ma tête, je l'écris directement au clavier, quitte à revenir toujours pour écrire une page. Des fois, je l'efface, je recommence un chapitre. Voilà.
mais je préfère le faire au clavier. Par contre, ça, j'ai des endroits privilégiés. L'été, on vit dans un mobil-home et dans le calme d'une forêt, j'écris sur la terrasse avec le chant des oiseaux, les trifouillements des écureuils dans les arbres, etc., etc. Et l'hiver, comme en ce moment, je suis à Saint-Médard-en-Jalles, à côté de Bordeaux, et là, j'ai une pièce qui me sert de bureau et de chambre en même temps, mais je suis tout à fait au fond de la maison, à l'abri de tout bruit et tout, avec une grande porte vitrée qui donne sur le jardin. Et bon, je ne vois pas souvent hein, en ce moment. C'est Bordeaux quand même, hein, c'est pas Nice. Et j'écris là parce que je suis tranquille et tout. Je mets de la musique. J'aime bien la musique classique, mais j'aime bien aussi les chanteurs de maintenant. Euh, ah, une petite avant-première sur une prochaine pépite de Jacques. Oui, j'ai un livre il est écrit, il est corrigé par moi évidemment, et puis par mon correcteur, mon petit, euh, mon petit Robert, et fait un peu de pub. Et je l'ai récupéré de certains lecteurs lambda, et je pense que je le mettrai à l'édition, mais l'année prochaine. Pour le moment, je m'occupe de La Neige Noire à Ravensbrück. C'est, c'est vraiment mon bébé du moment et j'y tiens beaucoup. Euh, l'autre est pas mal aussi, il est bien plus épais et tout, mais voilà, l'autre ne met pas en cause quoi que ce soit. Enfin, si un peu. Il démarre pendant la guerre, ce qui est normal. C'est toujours la base de mes écrits. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. J'ai eu des moments, passage un peu avides, mais j'ai essayé de pas trop. Mais c'est comme ça, avec l'âge. Voilà. Quel sera le thème du prochain livre? Ah, euh, Alain Terrasse. Le prochain livre, ben c'est ce que je viens d'en parler. C'est toujours l'héroïne, c'est une femme, encore, et elle subit pas mal de choses, mais elle se débrouille bien aussi. Elle est comme Hélène, c'est une combative, et vous verrez l'année prochaine à quel point elle peut être combative et constructive. Et constructive. Merci. Hubert Bayer, j'apprécie vraiment votre dernier commentaire. Merci. Très gentil et ça me fait plaisir. Par contre, avant de terminer, je voudrais, bon, déjà, la semaine prochaine, c'est le mardi 22 décembre, vous aurez une autre de la famille, Vanessa Lagarde, qui vous présentera son livre Les Aveuglés. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous en parler, mais d'après les commentaires qui sont déjà sur ce livre, c'est un roman très passionnant. Voilà. Et Clavel, merveilleux, la Franche-Comté. Mais bien sûr, j'apprécie la Franche-Comté. Je l'ai visité à plusieurs reprises et je viens de découvrir que j'ai une cousine qui habite là-bas. Donc, elle va me voir encore plus souvent, la Franche-Comté, ce magnifique pays. Et aux gens si chauds, malgré la fraîcheur de leur climat. Et merci Mylène, merci.
Avant de finir, il y a une chose dont je voulais vous parler. Je suis pas venu à Libre de Lire par hasard. J'y suis venu parce que il y a deux personnes qui m'y ont entraîné, deux personnes qui sont auteurs chez Libre de Lire. Je les connais depuis quelques années. La première, c'est Christelle et Rousseau, Christelle Rousseau. Je t'appelle tellement Christelle que j'en ai même presque oublié ton nom. Mais elle fait dans le sang. Elle est pire que moi. Elle a beaucoup d'imagination et ça déborde de sang dans ses bouquets. L'autre, je l'ai rencontré lors d'un salon à Mazamet et c'est une femme formidable. Elle s'appelle Annie Barbier-Koubassiak. C'est une femme formidable. Je l'ai pas vue depuis longtemps. On aurait dû se voir, mais à cause de ce foutu Covid, ça a été reporté. Mais t'inquiète, Annie, on se retrouve l'année prochaine. On trouvera toujours un moment pour se retrouver. Et puis, il y a une troisième personne, je l'ai connue tout récemment. Elle est auteure aussi. Et je pense que c'est le bébé de Libre de Lire. Hein, c'est Caroline Gaspard. C'est une petite jeune, elle est magnifique. Elle est super et tout. Même sa maman m'a dit, j'ai l'honneur d'être sa mère. Et je le conçois très bien. Je le conçois très bien, Madame Gaspard. Sylvie, je crois. Voilà. À l'intérieur. Donc, le comité de lecture est bon. Oui, je pense que oui. Parce que, vu ce qu'en pensent mes amis auteurs, ceux qui mettent des commentaires là-dessus, oui. Le comité de lecture est bon. En plus, je pense qu'il est assez étoffé et assez large dans les tranches d'âge et tout. Voilà, il y a un peu de tout, un peu de tous les ressentiments. Alain Terrasse me dit, faire un livre style La Maison des Autres serait certainement un délice. Ouais, oui. Ça ferait un peu plagiat quand même. Non, je plaisante. Mais oui. Bon, le problème c'est que lui, il était boulanger. Moi, j'étais dans la confection, dans le tissu, dans la fringue. Voilà. Mais ouais, ce serait possible, pourquoi pas. Une trilogie, voilà, une trilogie style La Maison des Autres. Voilà. À partir de, c'est pas toujours, ce n'était pas toujours un monde facile. Aujourd'hui, c'est ailleurs la confection et tout, mais c'était pas un monde facile. Mais bon, voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Ah, tiens, si, ah voilà, Tia Bess. Tia, je la connais. On s'est jamais vu avec Tia, jamais, hein, physiquement, on s'est jamais vu. Et pourtant, on se connaît, Martine, on se connaît depuis au moins 5 ou 6 ans par Internet. Au moins. Je pense que c'est ça. Martine, c'est une poétesse. Martine, elle écrit des poèmes et tout, et elle a écrit des romans, et ces romans sont des poèmes aussi, des poèmes. Et j'aime bien parce que tu parles du désert et tout, et le désert, c'était, j'ai passé 20 ans en Tunisie, et c'était vraiment une chose que j'adorais, le désert tunisien. Je vois que l'heure passe, je vais être obligé de couper. Je vous remercie à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de toutes ces belles choses que vous m'avez dites. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Passez de très bonnes fêtes. Malgré le Covid. Protégez-vous, mais passez de bonnes fêtes.